Bonjour à tous, merci d'être avec nous. C'est tellement le fun d'être en personne. C'est la première fois, en tout cas pour moi, depuis le début de cette pandémie que j'ai l'occasion de vous retrouver devant une audience. David Murray, bonjour. Bonjour Laurent. C'est la première fois pour toi aussi? Oui, effectivement. On retrouve un nouveau normal, je dirais. Bon, c'est sûr que la salle n'est pas pleine, on vous rassure. Il y avait 900 personnes il y a 2 ans lorsque tu as participé à cet événement-là pour la dernière fois. C'est loin d'être le cas aujourd'hui, mais quand même, ça fait du bien de vous retrouver. Merci à la Conférence de Montréal d'avoir organisé cet événement-là. On va passer les 30 prochaines minutes ensemble pour parler de votre stratégie pour la relancer, cette transition énergétique. On vit plus dans le même monde qu'on vivait il y a déjà un certain temps et j'aimerais revenir sur l'été. Parce qu'au cours de l'été, vous avez fait une vaste consultation publique à travers le Québec. Quand je dis vaste consultation publique, là, c'est des dizaines de milliers de personnes qui ont été consultées, des Québécois. Pourquoi avoir décidé de consulter les Québécois à ce moment-ci de l'histoire d'Hydro-Québec? C'est la première fois que vous faites ça de manière aussi importante. Bien, Laurent, en fait, on était rendu là en tant que société d'État, je dirais, depuis les dernières années. On a fait beaucoup de travail pour ça, québécoise chez Hydro-Québec, à travers les différents plans stratégiques qu'on a eus, mais on est rendu là aujourd'hui. Puis, on est à revoir notre plan stratégique avec la venue de Sophie Brochu. Donc, on est à revoir, on est en plein milieu de cette planification-là. Alors, on s'est dit, bien, étant donné que la transition énergétique, elle bat son plein un peu partout de façon mondiale, étant donné que nous, on est privilégiés chez Hydro-Québec, on a déjà une énergie propre verte, pourquoi pas aller sonder les Québécois pour voir qu'est-ce qu'eux autres pensent qu'on pourrait, dans quelle zone on pourrait s'impliquer chez Hydro-Québec, puis d'inclure ça en quelque part dans notre plan stratégique. Bon, là, il faut croire que les Québécois en ont des idées parce que vous avez reçu 15 000 réponses. Qu'est-ce que les Québécois veulent dans cette transition énergétique-là? C'est quoi les idées que vous avez reçues? Écoute, on a eu 26 000 personnes qui ont participé. Wow! Donc, c'est quand même impressionnant de partout au Québec. Et là, on est en train de consolider l'information, mais il y a quand même quelques secteurs qu'on voit ressortir. L'économie verte, c'est certainement quelque chose qui ressort. Plus de 50% des gens nous ont donné des indices par rapport à l'économie verte, la mobilité durable et la consommation responsable. Fait qu'on voit comme 3 grandes tangentes, puis on n'a pas fini de défricher toutes les idées. On se garde quelques semaines encore pour dévoiler vraiment des idées de façon plus concrète, mais c'est vraiment les 3 tendances dans lesquelles on voit présent. Donc, économie verte, mobilité et consommation responsable. On va essayer de creuser ces 3 sous-thèmes-là ensemble au courant des prochaines minutes pour comprendre vraiment où vous en allez, Hydro-Québec. Donc, le premier, c'est cette idée-là que l'économie doit changer pour être plus verte. Qu'est-ce que ça veut dire pour Hydro-Québec? Comment vous allez contribuer à ce verdissement-là de l'économie? Il y a plusieurs idées présentement dans l'écosystème pour une économie verte. Mais ce qui est important, en tant que leader d'organisation, c'est vrai pour Hydro-Québec, mais c'est vrai, je pense, pour les autres entreprises. Les dollars qu'on investit doivent être chaque dollar investi doit nous donner le plus grand retour en termes d'économie de GES. Donc, c'est pas la panoplie d'idées qui manque, mais en tant que leader, il faut vraiment faire ces choix importants-là. Puis, on est à le regarder. Entre autres, un exemple de choses qu'on est en train de faire de façon concrète, bon, on a réduit les tarifs pour nos serres, les serristes, par exemple. Ce qui permet justement à avoir peut-être une plus grande autonomie alimentaire pour nous au Québec. Donc, on a besoin de moins importer. Ça crée de l'emploi ici. Donc, le transport qui est réduit. Donc, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avoir un investissement qui est encore plus vert. D'autres exemples, bon, ben, un travail qu'on a fait avec Énergir, par exemple, de convertir les bâtiments à l'électricité, mais toujours avoir une biénergie pour nous regarder avec la pointe, avoir une situation gagnant-gagnant. C'est intéressant ça. On peut peut-être s'arrêter là juste pour comprendre ça, parce que c'est la première fois, je pense, qu'il y a une entente aussi claire et aussi importante entre les 2 plus grands joueurs de l'énergie au Québec, c'est-à-dire Hydro-Québec et Énergir. Essentiellement, ce que vous avez fait, c'est de dire on va s'entendre pour que les consommateurs de gaz naturel puissent tranquillement se convertir à l'électricité. Comment ça marche, cette entente-là? Qu'est-ce qui se cache derrière cette entente-là? En fait, c'est unique au monde de voir quelqu'un d'une entreprise électrique qui s'associe avec
une entreprise dans le gaz pour trouver le meilleur compromis dans l'électrification des bâtiments. Ce que ça permet, ça permet à Hydro-Québec de convertir des bâtiments qui sont chauffés au gaz, mais donc tranquillement d'aller chercher des économies. On parle d'économies de parfois jusqu'à 70% d'économies de GES quand on commence à faire cette conversion-là. Mais ça crée aussi d'autres marchés pour Énergir, par exemple, de garder la pointe, utiliser vraiment la fonction du gaz au moment où on a des pointes. La pointe, c'est quand il fait moins 22 au mois de février, puis toutes les turbines d'Hydro-Québec, tous les fils sont utilisés pour nous permettre justement d'aller chercher le maximum d'électricité. C'est le moment où on importe de l'électricité au Québec aussi. Oui, c'est le moment qu'on importe à coût assez élevé parce qu'à ces moments-là, les marchés et le prix sur les marchés sont très élevés. Chez Hydro-Québec, on a un parquet de transactions qui est ouvert 24/7, 365. Ça permet justement d'équilibrer cette démarche-là, donc de rendre plus vert puis de nous permettre effectivement de réduire les importations. Donc, ça a un bénéfice pour tous les Québécois et Québécoises à la fin. Okay. Donc, on reste dans l'économie verte encore parce qu'il y a d'autres choses là-dedans qui sont intéressantes, je pense. Je pense notamment au micro-réseau. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Un micro-réseau, en fait, c'est d'utiliser les nouvelles technologies dans la transition énergétique pour permettre d'avoir une production un peu plus localisée. Okay. Hydro-Québec s'est lancé dans un projet il y a quelques années à Lac-Mégantic qu'on a mis en fonction cet été. Donc, on avait été approché par Lac-Mégantic qui, on sait, a vécu une tragédie assez importante. Et l'idée était d'Ameres de rebâtir le centre-ville de Lac-Mégantic avec des nouvelles technologies, faire un symbole au Québec, d'avoir peut-être la municipalité la plus verte au Québec. Donc, on s'est lancé dans cette belle aventure-là, puis ça a été vraiment passionnant. On peut voir au Lac-Mégantic présentement, de la production photovoltaïque sur le toit de certains, sur les édifices. On a des batteries. Donc, Hydro-Québec, on s'est lancé dans la production de batteries, des batteries qu'on appelle mégawattheures, donc on a des containers de batteries que je vais pouvoir peut-être exprimer puis que les gens vont comprendre, avec de la technologie dans les maisons aussi pour réduire la consommation. Donc, c'est vraiment de centraliser puis de localiser la production. Puis le rêve, le Lac-Mégantic, c'est un exemple. Moi, mon rêve, c'est qu'on crée des quartiers Hydro-Québec puis qu'on repousse les limites par rapport à ça, qu'on aille chercher vraiment jusqu'à mettre, par exemple, des batteries dans les maisons, mais faire de l'échange d'énergie aussi. De pouvoir utiliser, oui, les panneaux photovoltaïques, mais d'avoir une grosse batterie dans le milieu pour qu'on puisse emmagasiner l'énergie puis la réutiliser par la suite. Je pense qu'on est capable de repousser encore ces limites-là. Puis, à Shawinigan, on a un centre d'excellence en électrification et on a bâti ces maisons-là. On a 2 maisons qu'on met les technologies avec nos scientifiques puis on peut faire des tests. Puis, on peut penser, par exemple, à ce qu'on appelle sur le marché le vehicle to grid puis le vehicle to home. Fait qu'on a converti un véhicule un véhicule qu'on a mis notre moteur TM4 dedans, puis le véhicule dans le garage, on peut le brancher à la maison. Okay. L'échange d'énergie peut se faire. Fait qu'éventuellement, mettons-nous dans un concept où les marchés externes, il fait hyper froid, les marchés externes sont très positifs pour pouvoir exporter notre énergie. Imaginez quelques secondes où on peut se serrer les coudes en québécois, que Hydro-Québec vous appelle pour dire « Hey, on aimerait prendre votre énergie qui est dans vos batteries, dans vos véhicules, et de créer ce qu'on appelle une centrale virtuelle, un virtual power plant. » Donc, tout le monde devient une petite centrale. Exact. Puis, on peut prendre cette énergie-là, puis on regarde les prix sur le marché. Mettons qu'on peut vendre ça à 10 sous le kilowatt sur les marchés externes. On peut offrir un montant d'argent aux Québécois pour se serrer les coudes un petit peu. Ça baisse votre consommation, ça baisse votre facture d'électricité, mais en même temps, on serre les coudes et on est capable d'aller chercher une plus grande valeur qu'on n'aurait pas eu autrement. Okay. Parce qu'on est vraiment saturé en termes de marché. Fait que là, c'est gagnant-gagnant. Fait que mon rêve, c'est de créer ces quartiers-là qui vont nous amener dans des centrales virtuelles pour qu'on puisse faire des Québécois un gagnant, puis faire aussi le Québec un gagnant. Puisque tu m'as ouvert la porte, je vais y aller. Oui. Tu parlais d'exportation. Oui. On sait que c'est un des grands objectifs d'Hydro-Québec d'exporter davantage, de devenir la batterie du Nord-Est. On a entendu cette expression-là dans ta bouche, dans celle de Sophie aussi. Comment ça va? Est-ce que vous avez réussi à négocier davantage de contrats? Est-ce que le fameux contrat avec New York se règle? Où on en est? En fait, les activités sont en continu. On avait négocié un contrat avec les Maritimes qu'on a eu, donc avec le Nouveau-Brunswick il y a 2 ans. On a négocié NISEC, donc avec le Massachusetts, qui est pas facile toujours. On s'en va sur des marchés externes, on remplace une énergie, on touche certains joueurs qui, naturellement, ne veulent peut-être pas avoir la place d'Hydro-Québec dans cet endroit-là. Fait que c'est sûr qu'il y a
il y a une joute qui a lieu présentement, mais ça va bon train. On a commencé certains projets. On a avancé certains projets en construction. Donc, ça, c'est au niveau de NICEC. Au niveau de New York, on attend des nouvelles. On a fait nos soumissions. On est confiant. On devrait avoir des nouvelles quelque part dans les prochaines semaines. Faut réaliser que c'est important pour Hydro-Québec. On génère environ, là, année sur année, si j'exclus l'année de la pandémie, là, environ 1,5 milliard de ventes dans les marchés voisins. Ça génère 800 millions de profits pour les Québécois. Donc, c'est quand même assez important pour nous, puis ça décarbonise en même temps. Donc, ça nous permet, là, chez nos voisins, d'amener une électricité qui est plus verte, donc au bénéfice de tout le monde, parce que, bon, ben, la frontière est peut-être physique, mais la frontière au niveau de l'air est assez ouverte. Ouais. Donc, s'il y avait 3 portes, là, on a ouvert celle de l'économie verte. Dans cette porte-là, il y a le stockage qui va changer, il y a la consommation d'électricité ou même l'échange entre les consommateurs et le grid qui va changer, les exportations. Je referme cette porte-là, j'ouvre celle de la mobilité parce que c'est peut-être le plus gros défi qu'on a comme Québécois à surmonter au cours des 10 prochaines années. C'est comment on fait cette transition-là vers le pétrole, jusqu'à l'électricité, puis comment on fait pour que nos véhicules soient essentiellement tous électriques. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Quand on pose la question aux Québécois, c'était le cas dans un sondage récemment encore, je pense que ça date du mois de mai, les gens nous disent, dans le tiers des cas, la raison pour laquelle je ne veux pas prendre la décision d'acheter une voiture électrique en ce moment, c'est parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Parce que c'est trop difficile de partir de Montréal puis d'arriver à Québec ou d'aller plus loin à travers le Québec. Est-ce que les Québécois ont raison de vous dire ça? Et sinon, il est où le vrai défi pour électrifier les transports? Bon, les bornes, en fait, on a 3200 bornes présentement déployées. On est pionnier au Canada. On a plus de 100 000 véhicules au Québec présentement électriques, donc on est en premier lieu dans le Canada. 3200 bornes de recharge qui sont présentement déployées. On a plus de 500 bornes de recharge rapide qui sont déployées. On veut se rendre à 2500 par 2030. Mais la réalité, c'est quand on regarde l'utilisation des bornes, les bornes sont utilisées à environ 25 aujourd'hui. Donc, il y en a assez. Ben, il y en a assez. C'est sûr que de façon ponctuelle, donc ça peut arriver à certains endroits là, qui va avoir une surconsommation parce qu'il va y avoir plusieurs voitures qui vont arriver en même temps, mais on est en train d'analyser ça, regarder là, borne par borne la consommation pour pouvoir s'ajuster par rapport à le taux de conversion québécois entre les véhicules au gaz vers les véhicules électriques. Alors, on est très actif là-dedans. Non seulement on est actif là-dedans, mais on repousse ça aussi à une autre limite. On a développé un logiciel dans notre filiale Axo, filiale Axo, qui a développé un logiciel pour permettre justement, quand on a un véhicule électrique, de pouvoir optimiser sa route puis de voir les bornes et d'optimiser le chemin qu'on veut prendre entre un point A et un point B au niveau électrique. D'ailleurs, quand on a lancé l'application l'année passée, on était numéro 1 chez Apple. Ils nous ont même appelé en disant « OK, mais c'est quoi ce modèle-là? » Ouais. Fait que là, il y a des démarches qui sont en train d'être faites pour le transférer dans CarPlay. Donc, je pense qu'on essaie d'amener encore une plus grande facilité Hydro-Québec au niveau de la mobilité. Fait que les bornes, il y a encore de la place pour nous à continuer. On a lancé un nouveau programme de 4500 bornes municipales où on va subventionner. Donc, on a déjà plusieurs municipalités qui viennent cogner à notre porte pour pouvoir déployer ces bornes-là. Donc, je pense que ça va se développer. Puis, je dirais, l'autre étape qu'on est en train de travailler, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. On a une équipe d'environ 150 scientifiques présentement qui travaillent à l'IREC, à notre institut de recherche, et à Shawinigan, à développer les prochaines générations de batteries. Donc, des batteries qui vont nous permettre d'avoir vraiment une plus grande autonomie. Puis je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de joueurs dans le monde là, qui sont en train de définir les prochaines technologies de batteries. Des batteries qu'on appelle tout solides, donc l'électrolyte est solide, donc il n'est pas liquide, ce qui enlève beaucoup de poids pour pouvoir avoir une plus grande autonomie. Puis ça va être aussi un game changer qui va arriver. Mais d'ici là, on voit déjà les industries qui repoussent les limites. Chaque véhicule qui ressort présentement a toujours une plus grande autonomie. Fait que je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis on va être un joueur encore plus proactif là, pour nous permettre de développer les prochaines batteries. C'est une bonne nouvelle que les batteries, effectivement, aient une plus grande charge parce que l'un des défis, c'est le transport lourd. On le sait, c'est encore l'une des plus importantes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Pas loin de 40% des émissions de gaz à effet de serre au Québec sont essentiellement par le transport routier lourd. C'est la plus grosse pointe de tarte individuelle. Est-ce qu'il y a un rôle
à jouer pour Hydro-Québec là-dedans. Est-ce qu'il y a une façon pour Hydro-Québec de contribuer à le diminuer, cet impact-là du transport lourd? Oui, je pense qu'en fait, tout à fait, on a déjà commencé. Si on pense nos moteurs électriques, souvent on nous parle du moteur roue, qu'on a abandonné le moteur roue. Il faut comprendre que les brevets du moteur roue nous ont amené à développer le moteur TM4. On a développé, puis on a fait un partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle Dana, parce que Hydro-Québec, bon, on est capable d'inventer, on est dans l'électricité, mais de faire de la distribution de moteurs électriques, on commence à être loin de notre core. Fait que pour nous, on a fait cette association-là, puis on a déjà déployé des milliers de moteurs qui sont utilisés surtout dans des véhicules lourds. Fait que c'est pas des plus, on s'est pas lancé dans des véhicules, les petits véhicules, mais vraiment pour des véhicules lourds. Puis bon, ben on gagne de plus en plus de contrats qui nous a permis justement d'aider dans cette démarche. L'autre démarche, bon, je parlais des batteries tout solides, c'est certain que ça va aider puis ça va venir jouer un rôle. Il y a un rôle aussi qui, moi, je pense que l'hydrogène va avoir un rôle important à jouer dans cette démarche-là. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui se fait aujourd'hui dans le monde à propos de l'hydrogène. Plusieurs grandes entreprises, des fabricants automobiles qui sont en train de jeter un œil là-dedans. Donc, je pense que l'hydrogène va jouer un rôle dans cette démarche-là. Puis pour nous, bien, encore une fois, comme je le disais tantôt, à quel endroit doit-on investir? Mais si on regarde l'axe, mettons, Montréal-Toronto, on peut voir qu'il y a environ 4000 véhicules, 4000 camions qui passent par jour à ces endroits-là. Bien, c'est sûr qu'il y a des axes plus importants que nous autres, on va pouvoir jouer. Fait que l'hydrogène, je pense que ça va jouer un rôle. On a commencé présentement avec un projet avec un électrolyseur important avec Enerkem. Puis on est en train de regarder les prochaines étapes là, sur comment on peut s'impliquer dans cette démarche-là, mais je pense que ça va avoir un rôle important dans la décarbonation. Donc, ce serait électricité pour les véhicules des particuliers et un peu d'électricité probablement pour le last mile dans le transport lourd, là où les batteries peuvent être plus compactes puis surtout les distances sont plus petites. Puis quand on commence à être dans de la longue distance, là, l'hydrogène, il y a un business case pour ça. Est-ce que c'est le projet? Oui, en fait, c'est exactement ça. Je pense qu'il va y avoir de la place pour tout le monde. Puis il y a tellement d'entreprises aussi. Je rencontrais environ 2 semaines 5 petites startups québécoises qui étaient à regarder justement à amener différentes innovations. Puis ils voulaient voir, bon, nous, à quel endroit on loge dans cette démarche-là. Puis il y avait une entreprise qui était justement en train de développer avec l'intelligence artificielle. On sait qu'à Montréal est un pôle au niveau de l'intelligence artificielle à optimiser la consommation des moteurs pour rendre jusqu'à 30% plus performants les moteurs. Fait que je pense l'écosystème est vraiment en mouvance, puis il va y avoir de la place pour, les véhicules électriques, mais il va y avoir une place pour l'hydrogène, c'est clair dans ma tête. OK. Alors, on a ouvert la porte de l'économie verte, on l'a refermée. On a ouvert la porte de la mobilité, on la referme aussi. Troisième porte, c'est celle de la consommation responsable. Ça, je suis curieux qu'on parle de ça parce que vous avez lancé plusieurs initiatives en ce sens-là. Je pense à ILO notamment, on va pouvoir en parler dans une seconde. Mais avant qu'on aille là, les Québécois sont parmi les plus grands consommateurs d'électricité au monde per capita. Donc, si on prend l'individu, là, on est les troisièmes plus grands consommateurs d'électricité au monde. Est-ce que le principal défi, c'est pas d'éduquer les Québécois sur le fait qu'ils consomment trop? Ben, c'est sûr. Je le regarde à la maison. J'arrive à la maison chez nous, puis ma fille a laissé toutes les lumières allumées à tous les soirs. Donc, je pense qu'on réalise pas toujours le privilège qu'on a d'avoir les tarifs les plus bas en Amérique, sinon un des tarifs les plus bas dans le monde. Donc, on est privilégié, donc ce qui nous amène peut-être à avoir pas les meilleurs comportements. Mais certainement, l'éducation a un rôle à jouer là-dedans, mais en même temps, je pense qu'on a un rôle d'aider dans cette transition-là. Donc, plusieurs démarches qui ont lieu. Premièrement, avec l'équipe de distribution, l'équipe a mis en place ce qu'on appelle la tarification dynamique. Donc, dans certaines périodes de pointe, donc quand on est le matin à la maison où tout le monde se lève, puis les grille-pains partent tout en même temps, puis le soir, quand tout le monde revient, on part toutes nos cuisinières. Dans ces périodes-là, d'avoir des tarifs que si on s'efface, si on repousse notre laveuse, partir notre laveuse un petit peu plus tard, on va avoir un retour sur notre facture d'électricité de façon volontaire. Donc ça, c'est une première démarche qu'on a faite. Est-ce que ça fonctionne? Juste une parenthèse. Oui. Est-ce que les Québécois en veulent de ce genre de programme-là? Bien, à date, on était surpris parce que c'est la 3e ou 4e fois qu'on essaie. Mais je pense que le retour n'était pas assez important. Là, on a mis un retour un petit peu plus agressif, puis on voit qu'il y a une bonne traction par rapport à cette démarche-là. Donc, on a passé à travers la Régie de l'énergie, à travers tout le processus, puis on voit un succès assez important. Donc, c'est encourageant. Donc, on doit être dans les bons prix de retour pour les Québécois. L'autre démarche, c'est, si on veut pas se soucier de penser à l'heure puis de vraiment être vigilant, est venue l'idée d'ILO.
ILO, notre filiale, qui permet justement, avec de l'intelligence dans les maisons, de trouver à effacer à travers des moyens technologiques au moment où le réseau d'Hydro-Québec en a besoin. Alors, de cette façon-là, aujourd'hui, on est avec des thermostats, mais il y a plusieurs étapes qu'on est en train de regarder par rapport à ça. Puis des chauffe-eau, je pense, hein? Oui, en fait, on est en train de regarder, il y a plusieurs étapes. Puis les étapes vont nous mener vers les quartiers Hydro-Québec que je disais tantôt. Fait qu'on a, présentement, on a les thermostats, on va avoir les planchers chauffants, on va avoir les réservoirs à eau chaude. Pendant qu'on est à se parler aujourd'hui, là, le réservoir à eau chaude, il part, puis chez toi, il arrête, il part, puis il arrête, il consomme. Donc, beaucoup de travail qui a été fait parce que, il y a des enjeux de légionellose dans tout ça. Donc, on a eu des scientifiques qui ont regardé s'assurer qu'on ne crée pas un autre problème. Donc, on a passé à travers ces problèmes techniques-là. Donc, on est à regarder à faire le lancement de ça. J'en ai parlé tantôt, donc, d'avoir des panneaux photovoltaïques sur les toits des maisons. On parle d'avoir branché vos maisons sur votre véhicule pour qu'on puisse se permettre de prendre cette énergie-là. Puis imaginez, il y a même un avantage, c'est-à-dire que quand il y a des pannes, qui sont 80% du temps causées par la végétation, on a un autre moyen d'avoir de l'électricité dans nos maisons. Donc, beaucoup de démarches. Puis un point important à regarder là-dedans, une des choses qu'on veut faire avec ILO, c'est d'être agnostique aux différentes technologies. Il y a plusieurs technologies qui se développent un peu sur le marché. Puis l'importance pour nous, c'est de protéger notre réseau. Hydro-Québec, le réseau aujourd'hui fonctionne où on produit à travers nos centrales, on transporte à travers nos fils nos grands fils à travers la province, puis on amène ça avec la distribution dans nos maisons. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la transition énergétique, c'est que cette énergie-là va partir maintenant non seulement de droite à gauche, mais elle va partir de gauche à droite. Puis il y a une qualité d'onde quand on fait ce transfert-là, qu'on surveille que, ça paraît pas, mais tout le monde regarde la qualité d'onde pour que tous nos équipements puissent fonctionner comme il faut. Alors, il faut être gardien de ça. On peut pas rentrer toutes sortes de types d'énergie de l'autre côté, alors que le design du réseau a été fait de l'autre côté. Fait que pour nous, c'est important de garder une intégrité du réseau pour pouvoir s'assurer que notre électricité continue d'être fiable. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais si on se projette dans 20 ans, dans 40 ans, la game, elle va évoluer. Là. Imaginez, là, dernièrement, on peut voir le prix des panneaux photovoltaïques, on voit le prix des batteries et les nouvelles technologies qui arrivent. Ça s'est passé, on dirait qu'on a changé de monde en 5 ans. Là. Ouais. Imaginez dans 25 ans comment ça va être phénoménal. Donc, nous, on doit penser de se projeter dans le temps. Est-ce que, justement, la technologie bouge plus vite qu'Hydro-Québec? Est-ce que c'est difficile de suivre le rythme de cette technologie-là? Je dirais non. Je pense on est précurseur à plusieurs endroits. Là. Je pense que on parle de technologie des moteurs électriques. On a été les premiers à lancer les bornes de recharge. Puis je pense qu'on se projette un petit peu plus loin. Hydro-Québec a le bénéfice d'avoir une énergie qui est propre, qui est verte, chose que d'autres pays essaient de voir comment ils peuvent se rendre à notre étape. Je vois dans des conférences. Mais j'allais dans des conférences aux États-Unis, admettons, puis quand on arrive, on dit, nous, on est chez Hydro-Québec, ils disent, mais vous autres, c'est un autre monde, là. Vous êtes différents, on est unique, on est privilégiés. Mais il ne faut pas s'asseoir sur ça. Je pense qu'on a eu un privilège dans les 75 dernières années où des pionniers ont bâti cet héritage-là qu'on a aujourd'hui puis qu'on bénéficie. Puis qu'on se rend compte, je suis pas sûr que tous nos jeunes réalisent que tout le travail qui était fait quand tu allumes ta lumière ou ta switch de Wi-Fi pour s'assurer que ça fonctionne, tout ce qui se passe par en arrière. Mais on a une responsabilité, nous autres, à continuer cette démarche-là, à se projeter dans 15 ans, 20 ans pour continuer à être une fierté québécoise puis de repousser. Puis on a vraiment tous les scientifiques, tous les joueurs, on a vraiment du talent incroyable chez Hydro-Québec pour le faire. De là vient le lancement de plusieurs filiales qu'on a fait dernièrement. Parlons un peu de gouvernance pour les quelques minutes qui nous restent. On sait que l'arrivée de Sophie Brochu à la tête d'Hydro-Québec a fait énormément réagir et positivement, là, entendons-nous. Qu'est-ce qui change avec l'arrivée de Sophie? Je pense notamment au fait que Hydro-Québec, c'était 3 entreprises. C'est plus le cas maintenant. Comment ça se vit, cette transformation-là, à la tête de l'organisation? Ça se vit très bien. En fait, d'amener des synergies d'entreprise, c'est toujours quelque chose qui est souhaitable. Hydro-Québec vit 2 grandes transformations. Il y a la transition énergétique, qui est surtout à l'extérieur du building d'Hydro-Québec ou de tous les buildings d'Hydro-Québec, mais une grande transformation à l'interne qui est peu visible à l'intérieur, qui est justement de continuer à être meilleur à ce qu'on fait à tous les jours, que ce soit en service en clientèle, mais que ce soit en coût de production, par exemple. Combien ça coûte de produire l'électricité au Québec? On est privilégié.
mais parfois, comme j'ai dit, on l'oublie. Donc, on se doit de trouver des façons d'amener une synergie entre les différentes équipes pour continuer à améliorer nos façons de faire. Donc, tout ça, c'est au bénéfice des Québécois parce qu'on peut garder notre coût unitaire le plus bas possible. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Bien, ça attire des entreprises à venir s'établir ici. Quand on parle de notre coût unitaire de production, puis à combien on vend l'électricité à certaines entreprises à l'extérieur pour qu'ils viennent s'établir ici. Par exemple, des centres de données, bien, on doit répéter 3 fois à ces entreprises-là que c'est vraiment le Vous avez bien total. compris, là. Oui, vous avez compris, c'est vraiment le prix total qu'on va offrir. Puis c'est bien parce que ça permet d'attirer des entreprises qui sont des entreprises qui créent des jobs qui sont payantes, des emplois de haute technologie. Donc on voit, puis je pense qu'il y avait un article dans les journaux pas plus tard qu'hier par rapport aux centres de données justement qui viennent s'établir au Québec. Ben c'est tout le travail qui est fait au quotidien à l'intérieur d'essayer d'optimiser nos façons de faire. On a lancé par exemple une initiative d'amélioration continue ou lean à l'intérieur. Ouais. Donc, ce qu'on appelle des stand-up meetings chez Hydro-Québec, puis il y en a tous les matins, puis on a 6 leviers qu'on regarde, en commençant par la santé sécurité, nos clients, puis on a vraiment un drumbeat dans l'organisation à travailler tout ensemble. Puis si on a un enjeu à distribution qui touche l'équipe de transport, l'information est relayée, puis il y a vraiment une vélocité dans nos façons de faire. Fait que c'est très... On a quand même l'impression qu'Hydro-Québec, c'est une grosse machine qui va pas vite. Ce que tu es en train de nous dire, c'est plus tout à fait le cas. Ben, je peux vous dire qu'en tout cas, entre l'endroit où il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les dernières années, il y a toujours des choses à améliorer. J'ai un sage qui m'a toujours dit l'amélioration continue, c'est comme un oignon, il y a toujours une pleure. Fait que je pense qu'on a encore des pleurs, à trouver. Mais il y a une belle dynamique, puis il y a beaucoup plus de cohésion puis de travail d'équipe qui est fait, puis c'est au bénéfice de tous les Québécois et Québécoises. Tu le disais d'entrée de jeu, là, lorsqu'on a commencé notre échange, plan stratégique qui est en cours de réalisation, ces idées-là de la population vont venir s'intégrer dans ce plan stratégique-là. Sans nous voler de punch, peux-tu nous donner une idée de ce qui va changer entre la dernière mouture du plan strat que vous avez déposé et la nouvelle? En gros, quelle est la destination désormais? Ben, la destination, je pense qu'on va accélérer plusieurs démarches qu'on avait déjà initié. Ça va être une question de vélocité. Un exemple concret, c'est comme les serres. Donc, quand Sophie est arrivée, c'était clair que c'était quelque chose qui était important. Donc, on a fait un virage très rapide de s'ouvrir par rapport à cette démarche-là. Puis, il va falloir toujours passer à travers des facteurs qui sont prédominants. Donc, on parle, la profitabilité d'Hydro-Québec. Donc, on retourne tout ça au gouvernement, donc qui retourne à la société. Tout ce qu'on veut regarder au niveau de l'environnement. Donc, on peut faire moins d'argent, mais accélérer la transition énergétique. Donc, il faut jouer dans ces variables-là. Puis le côté social. Donc, c'est vraiment les 3 points du triangle dans lequel Hydro-Québec joue. Donc, s'assurer qu'on garde les emplois au Québec. Donc, on donne la plupart de nos contrats sont donnés au Québec dans la mesure que c'est possible. S'il y avait des produits et des services qui ne sont pas disponibles. Donc, de toujours œuvrer dans ce triangle-là. Puis, c'est dans cette démarche-là qu'on travaille avec les Québécois, les Québécoises, puis avec nos employés. C'est une démarche d'équilibriste, effectivement, là, entre trouver le juste équilibre entre la profitabilité ou le retour de dividendes à l'État et, de l'autre côté, la nécessité d'accélérer ou de jouer ce rôle de leader dans la transition énergétique. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'Hydro-Québec prenne volontairement la décision de dire on va faire moins d'argent, mais il y a des choses qui vont se faire plus rapidement pour l'environnement ou pour le bénéfice des communautés dans lesquelles on est établi? Est-ce que vous pourriez sacrifier une partie des dividendes que vous reversez? Ben, je pense qu'il y a des démarches qu'on fait, si on regarde, il y a des démarches qui sont faites pour financer le REM, par exemple. Fait que c'est des façons de faire qui vont permettre, on parlait de la mobilité tantôt, mais c'est un bel exemple de projet du gouvernement où Hydro-Québec s'implique. Puis ces investissements-là qu'on fait, c'est sûr que c'est des investissements qui vont toucher plus les GES versus la profitabilité parce qu'on aurait pu retourner cet argent-là au gouvernement. Donc, on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que on a une responsabilité à mettre le dollar qu'on investit à la bonne place, trouver la solution dans la liste des solutions qui va vraiment rejoindre dans le triangle le plus grand bénéfice pour les Québécois en termes de travail au Québec, en termes de GES et en termes de profitabilité. Bon, puis les projets, étant donné que c'est une transition, c'est pas transition, ça vire. Fait que cette transition-là, on doit s'ajuster par rapport aux intrants auxquels on fait face, aux nouvelles technologies qui arrivent. Donc, ça va être quelque chose qui va être assez captivant. En fait,
Moi, je compare cette transition-là un peu comme la transition qu'il y a eu au niveau des télécoms il y a quelques années. Il y a eu un gros virage. J'ai eu la chance de vivre cette transition-là. Puis il faut apprendre de ça. Il y a des bonnes choses qui nous arrivent dans des transitions. Fait qu'il faut faire attention à pas perdre certains acquis aussi, parce qu'une transition, on peut manquer le virage. Fait que je pense qu'on a quelque chose qui est similaire dans la transition énergétique aujourd'hui. Puis Hydro, avec ses experts, avec tous les gens qu'on a, une belle force avec notre avantage qu'on a déjà avec l'hydroélectricité, je pense qu'on est très bien positionné. En tout cas, on a hâte de lire ces 26 000 propositions que vous avez reçues des Québécois. Merci de faire d'abord le travail de les classer. Ça va nous simplifier un peu le travail. On a hâte de lire les conclusions de ça dans votre nouvelle mouture de plan stratégique. David Murray, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Laurent. C'est un plaisir. Et merci à la Conférence de Montréal de l'avoir organisé.